Prends le chien avec toi. Prends le chien avec toi. J'ai 10 ans et je pars sur mon vélo acheter des mars à la petite épicerie du village voisin, tenue par une femme à l'âge indéfinissable. Ma pièce de 10 francs en poche, je pédale toute seule sur une route de campagne sans croiser âme qui vive. Le terrain favori de tous les pédophiles et kidnappeurs d'enfants. Mais nous sommes en 1990, une époque où on ne connaît pas encore les macabres noms de Marc Dutroux, Michel Fourniret, ni Émile Louis. Aujourd'hui, qui laisserait sa fille de 10 ans parcourir une dizaine de kilomètres seule sur un vélo, sans téléphone portable ni balise GPS ? Mais pour l'heure, on ne formule pas les choses ainsi. On ne dit pas aux petites filles que le monde est plein de prédateurs, que ces hommes peuvent être n'importe qui, des voisins, des gens bien sous tout rapport. On ne les prévient pas de la dangerosité de la violence masculine. On dit « Prends le chien avec toi, au cas où ». Le chien est le plus vieil animal domestiqué, notre histoire est intrinsèquement liée à la sienne. On ne sait pas exactement quand ce miracle s'est produit. On imagine qu'autour de 35 000 ans avant notre ère, des loups se sont invités à la table des humains, ou qu'ils les ont aidés à chasser en rabattant le gibier, ou, à contrario, que des humains ont profité du gibier tué par les loups. C'est l'hypothèse masculine du loup et de l'homme à la chasse, unis par le sang des bêtes dévorées. Mais l'autre théorie, c'est que des louveteaux ont été introduits puis élevés par les femmes et les enfants, jusqu'à ce que, miracle de l'évolution, ce Canis lupus devienne Canis lupus familiaris une quinzaine de milliers d'années plus tard. Une chose est sûre, la domestication de ce loup devenu chien a accompagné l'homme dans sa propre évolution. Le chien a autant fait l'homme que l'homme l'a fait chien. Plus qu'un outil de chasse, le chien est devenu un partenaire social, un individu auquel on s'attache. Mais également très tôt un souffre-douleur, un animal qu'on a exploité et tué pour sa viande ou sa fourrure. Et parce qu'il a été très tôt assigné au foyer, c'est avec les femmes qu'il a développé un lien particulier fondé sur l'empathie. Les chiens et les femmes ont évolué ensemble. 15 000 ans plus tard, il est l'enfant qui a quitté le foyer, le mari décédé, le bébé qu'on ne peut plus avoir. Il est le compagnon de vie, celui qui reste quand on n'a plus rien. Il est le défenseur de la famille, le protecteur de la rue, le dernier rempart contre les violences masculines. Depuis la nuit des temps, le chien a ceci en commun avec les femmes, qu'il est condamné à la domesticité et aux basses besognes. Clébards et sales chiennes sont les premières victimes du patriarcat et ont développé au fil de l'histoire de l'humanité une relation unique. Car le capitalisme s'est fondé sur une double exploitation, celle des animaux et celle du corps des femmes. Toute l'histoire de la domination masculine repose là-dessus, sur cette hiérarchie des vies, celle des femmes et des chiens figurant tout en bas de l'échelle. Nous sommes liés aux canidés parce que comme eux, nos existences ne valent rien. Décembre 2001. J'ai 20 ans, voilà un peu plus de 2 ans que j'ai créé ma seconde identité, Ovidie. Je vis très clairement la pire période de ma vie. Cette nouvelle identité et la notoriété soudaine qui l'accompagne me valent le rejet unanime de mon entourage. Ma famille d'abord, catastrophée par mon activité et par le jugement social qui, par effet rebond, risque de s'abattre sur elle. Les professeurs me font la morale, la fac me pousse gentiment vers la sortie, m'obligeant à mettre un terme à mes études.
Toutes mes activités sont rapportées à une sorte de politburo. Mes camarades militants me font mon procès car, après tout, je suis devenue un suppôt du capital, une traîtresse à la cause. La vie en province devient trop dangereuse pour moi. Les hommes m'arrêtent dans la rue, me menacent dans les couloirs de la fac, et très rapidement, je suis contrainte de prendre ma valise et de couper les ponts. Je me retrouve confrontée à une image publique que je ne contrôle plus, et forcément cela biaise toutes mes relations, tant amicales que professionnelles. On m'approche pour de mauvaises raisons. En cette année 2001, je suis un peu l'effigie de la hype du cul. Les sapiosexuels s'excitent sur moi, on me porte au nu autant qu'on me rabaisse. Je suis entourée de vautours entre des cinéastes qui me proposent des rôles qui n'existent pas, des photographes du dimanche qui se présentent comme de grands artistes, mais ne proposent que des séances à poil et toute autre sorte de crevards. Je peine à créer de nouvelles interactions sincères, je vis une situation compliquée sans personne, ni famille, ni amis pour m'aider à m'en sortir, parce qu'après tout, je m'étais mise toute seule dans cette situation, comme une grande. En clair, je suis seule comme un chien. Il me faut quelqu'un qui me défende des stalkers et des érotomanes qui parfois me suivent jusque chez moi, quelqu'un qui me fasse rire, qui m'apporte de la joie et de l'amour, une personne qui prendrait soin de moi, à la vie, à la mort, comme moi je prendrais soin d'elle. C'est à ce moment-là que Raziel fait son entrée dans ma vie. Il deviendra l'amour canin de toute mon existence. Chiot, Raziel ressemble à un petit homme. À 2 mois, il fait la taille et le poids d'un bébé humain du même âge. Ce qui me frappe, c'est surtout ce petit ventre tout rose, tout chaud. Et ce visage simiesque, si expressif, sur lequel on peut reconnaître toutes les émotions. Raziel est le bébé qu'à ce moment-là, ni ma situation professionnelle, ni ma désastreuse notoriété ne me permettent, puisqu'on ne peut être putain et mère à la fois. J'ai besoin de lui autant qu'il a besoin de moi, nous sommes codépendants. Très vite, le petit chiot se transforme en molosse. En l'espace de quelques mois, la bête est particulièrement grande pour un bulldog anglais, 35 kilos tout en muscles, bien au-dessus de ce qu'on appelle chez les cynophiles le standard. Sa race a subi de multiples sélections génétiques absurdes de la part des éleveurs, tels des Frankenstein fiers d'avoir créé une créature vivante mais presque non viable, uniquement dans un but esthétique. Le bulldog anglais n'est pas le seul concerné, en réalité toutes les races le sont à des degrés divers. Les carlins par exemple, en suffocation permanente, font peine à voir. Langue trop longue, malformation de la colonne vertébrale, manque de coordination dans les membres, maladies digestives et respiratoires. Ils sont les premières victimes d'une souffrance inutile dont le seul but est d'être mignons. Les femmes et les chiens ont ceci en commun, qu'ils sont victimes des canons de beauté variables au cours de l'histoire et des cultures, mais avec cette constante qui consiste à prendre le contrôle de ces corps et les faire souffrir. On toilette les chiens comme on va chez le coiffeur, on nettoie les plis de la peau à l'acide borique comme on se fait un peeling, on hydrate la truffe avec de la vaseline comme on se tartine d'une crème anti-rides le matin, on coupe les oreilles en pointe comme on rabote un nez aquilin, on raccourcit la queue des chiots comme on pose des prothèses mammaires. Femmes et chiens sont les seuls êtres à qui on fait subir de la chirurgie esthétique. Pour les chiens comme pour les femmes, l'apparence prime sur le bien-être et la santé. Ainsi, le chien n'est pas uniquement un compagnon ni même un chien-outil, il est également un chien-objet. Il est donc logique que chien-objet et femme-objet fassent route commune. Raziel est le seul individu dans ma vie qui ne sait pas ce qu'est Ovidie, ni qui elle est. Il me perçoit au quotidien tel que je suis, sans admiration ni condamnation morale.
En réalité, et c'est là que je prends conscience de ma responsabilité vis-à-vis de lui, je suis toute sa vie. Le chien n'est pas un calculateur, il ne cherche pas à tirer profit d'une relation. Il se fiche de savoir si nous sommes riches ou pauvres, beaux ou moches. Il nous accorde la grâce sans même que nous ayons à lui demander. Le chien est l'allié des putains, des chiennes, parce qu'il ne les juge pas. Il n'a que faire du regard social. C'est intéressant d'ailleurs, cette insulte. Chienne. Comme toutes les insultes sexistes, elle est d'un point de vue idéologique et sociologique le reflet de la haine séculaire à l'égard des femmes. Ici, elle est associée à nos compagnons d'infortune, sans doute parce que la chienne est celle qui trahit toutes les normes humaines, en étant infidèle ou plutôt en n'ayant aucun mal à titrer. Si elle n'est pas stérilisée et si elle échappe au contrôle de ses maîtres, la chienne peut enchaîner les gestations de géniteurs différents et ce, toute sa vie. La chienne est ainsi un être féminin immoral, sans tutelle masculine, si ce n'est celle de son humain de référence. Elle est celle qui enchaîne les mâles, ouvertes à tous, sans respect de soi. On peut relever que l'insulte « sale chien » est dénuée de toute connotation sexuelle, si ce n'est peut-être avec « chien de la casse » pour désigner les mecs en chien, c'est-à-dire les hommes qui se comportent comme des crevards avec les filles. L'image est donc celle d'un animal affamé, célibataire, et non d'un être dénué de morale qui accumule les conquêtes. La chienne couche trop, le chien pas assez. « 2002, Tribal Act. J'ai rendez-vous avec Yann Black pour un tatouage. J'ai une demande un peu spéciale. Je veux le tatouage de Raziel sur ma cheville. Attention, pas un tatouage qui représenterait mon chien. Je veux le même tatouage que lui, son numéro d'immatriculation auprès de la Société Centrale Canine. Son numéro d'immatriculation, d'une mauvaise encre de Chine bleu-vert comme les bagnards, part de l'intérieur de sa cuisse et remonte jusqu'à l'aine. C'est laid, c'est fort laid. Mais je veux le même pour garder sa trace à jamais. Porter le même numéro que lui est une promesse d'éternité. Alors, Yann le tatoue sur ma cheville, l'entoure d'un cœur et d'une paire de nonos, croisés tel un drapeau pirate. Notre attachement inconditionnel est officialisé. Septembre 2012. Je ne sais plus pourquoi ni comment, mais un jour, je remarque sur son dos comme une petite excroissance. Rien de réellement tracassant, un kyste ou un lipome sans doute. J'emmène Raziel chez la vétérinaire. Elle grimace en l'auscultant, la boule adhère à la colonne vertébrale, je comprends que ce n'est pas un lipome. C'est une tumeur. Il va falloir l'opérer, une anesthésie générale est rarement une bonne nouvelle pour les brachycéphales. Il existe un risque important de suffocation, régurgitation ou tout simplement d'arrêt cardiaque, mais il faut le faire. Et vite. L'opération s'est bien passée, même s'il a fallu lui gratter la colonne. Raziel a une énorme cicatrice sur le dos qui lui donne une allure de gargouille qui aurait la pelade. La tumeur est envoyée pour analyse et les résultats nous reviennent une quinzaine de jours plus tard.
c'est un sarcome. En clair, mon kleps a un cancer. Le sol se dérobe sous mes pieds, je comprends que Raziel va mourir. Quand, je ne le sais pas encore, au bout de quelques mois sans doute, mais Raziel va mourir, c'est sûr. Aussi incroyable ou immature que cela puisse paraître, je ne me suis jamais préparée à ce que Raziel meure. La perspective d'une vie sans lui me paraît tout bonnement impossible. Je suis sonnée, je répète en boucle, Raziel va mourir. Des mots qui n'ont aucun sens. Raziel va mourir. Raziel va mourir. Raziel va mourir. Février 2013, week-end au bord de la mer en famille, la plage en hiver, le seul moment de l'année où on peut lâcher ses chiens sans se faire insulter par les vacanciers. La masse de Raziel est bien revenue, plus imposante qu'avant. Il ressemble à un chameau. Je sais que bientôt, il faudra de nouveau l'opérer, lui rouvrir le dos, gratter la colonne, encore, surveiller la cicatrisation, retirer les poids. Mais surtout, je suis obsédée depuis 5 mois par cette évidence. Raziel va mourir. Et je n'y peux rien, je pourrais lui payer le meilleur veto de la terre, rien n'y ferait. Il souffle, il va encore souffrir. Il relèvera de ma responsabilité de mettre un terme à ses souffrances. Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est ça, l'emmener au bord de la mer. Nous rentrons en début de soirée, je suis crevée, les kleps aussi, une gamelle et au dodo, les pattes encore pleines de sable. J'envoie ma fille se coucher, parce que demain, il y a école. Quand soudain, je me sens partir, quelque chose déconne. Mon cœur déconne, mon corps déconne, tout me lâche. Il se passe quelque chose dans ma poitrine et cela n'a rien à voir avec une attaque de panique. Je sens que je n'ai aucune prise sur mon malaise, respirer profondément n'y change rien, mon cœur bat de façon totalement anarchique. J'ai quelques souvenirs morcelés de la suite, le médecin des urgences, l'électrocardiogramme. Rien qui nécessite une hospitalisation, mais tout de même. Des bêta-bloquants, 2 mois de convalescence, une consultation de contrôle toutes les semaines. Un malaise soi-disant inexplicable, alors on va tout mettre sur le compte du burn-out, de la suractivité. Moi je sais que si mon cœur lâche, c'est parce que le cancer de Raziel est en train de le briser en 1000 morceaux, comme si mon corps voulait mourir avec lui. Mai 2013, Raziel a été opéré pour la seconde fois. Il n'en peut plus de toutes ces consultations. Il se débat dès qu'il reconnaît le chemin du cabinet. La vétérinaire me propose une chimiothérapie. Le traitement pourrait prolonger la vie de Raziel quelques mois. Mais Raziel est un vieux chien. Je vois bien qu'il en a marre et surtout qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Je prends la lourde décision de refuser le traitement. Je veux maintenant qu'on lui foute la paix. Juillet 2013, il fait terriblement chaud à Paris. L'asphalte brûle les pattes des chiens, Raziel est difforme, bossu, et une grosse poche d'émateuse de couleur violacée pend au niveau de son ventre. La canicule lui est insupportable, de toute façon, il n'a plus le courage de sortir. Depuis quelques jours, il n'arrive plus à se retenir. Je sais qu'il va falloir que je le fasse. On m'avait dit qu'un jour on sentait qu'il fallait le faire, comme une sorte d'évidence. Moi, je ne sens rien. On m'avait dit aussi que c'était le chien qui décidait. Raziel ne décide rien du tout, il subit la maladie. Enfin, on m'avait dit qu'un jour il cesserait de s'alimenter.
Et pourtant mon chien est à l'agonie, je dois me rendre à l'évidence. Et je prends la pire décision de ma vie. Un matin, j'appelle la vétérinaire. Je crois que c'est aujourd'hui. Durant des années, je me suis demandé comment j'avais pu m'octroyer ce droit de vie et de mort sur celui qui était mon meilleur ami. Pour nier l'horreur de l'acte, on l'enrobe de phrases toutes faites du type « c'était un acte d'amour ». Je ne le crois pas. Ce n'est en rien un acte d'amour, je vis la mort de Raziel avant tout comme une trahison, faire croire à un être cher que tout va bien se passer alors qu'on s'apprête à le mettre à mort, profiter de sa docilité, de la confiance qu'il a en nous, en moi, pour se laisser poser le cathéter et piquer sans broncher. Jamais les « tu as fait le bon choix » ne me consoleront. Oui, il souffre, mais à y bien réfléchir est suffisant pour décider de le tuer. Et si moi, demain, je devais être atteinte d'un cancer comme Raziel, aurais-je vraiment envie que quelqu'un me décide à ma place de m'injecter une dose létale alors que je suis encore consciente ? Oui, Raziel est malade, mais qui suis-je pour avoir ce pouvoir de vie et de mort ? Avec un humain, c'est bien différent. Il peut exprimer son souhait ou non de continuer à vivre. Ou éventuellement, il peut communiquer ses dernières volontés. Mais un chien... Vient alors le moment tant redouté, le point de non-retour. Elle pose le cathéter et injecte la première dose pendant que dans un sanglot je répète « ça va aller ». Il s'endort doucement dans mes bras, sa grosse langue sort. L'histoire serait jolie si elle s'arrêtait là. Mais il va falloir maintenant en finir avec une seconde dose. Je demande au père de ma fille de prendre le relais et de rester avec lui durant cette deuxième phase sordide. Le voir mourir m'est insupportable, c'est un coup à ce que mon cœur lâche. Je pars m'enfermer dans la salle de bain. Raziel meurt dans les bras du père de ma fille, pendant qu'à l'autre bout de l'appartement, je hurle à la mort. Je sors de la salle de bain. C'est fini. Le père de ma fille est livide. La vétérinaire pleure discrètement. Il va falloir enrouler Raziel dans un drap pour le transporter à pied jusqu'au cabinet. Sur le chemin, les passants regardent passer le cortège funèbre. La vétérinaire en blouse vert clair. Le père de ma fille qui porte le corps. Et moi qui pleure derrière. Il est 17h30. Et je dois aller chercher ma fille à la garderie. Bonsoir. On va discuter pendant une demi-heure avec Ovidie de ce livre, dont sont extraits les passages que vous venez d'entendre. Raziel est mort. On pourrait se demander ce qui se passe après. Et on pourrait, parfois, j'avoue avoir eu ce réflexe de me dire mais on est à la Maison de la Poésie, on est là en train d'écouter quelqu'un qui lit avec cœur la mort d'un chien. Qu'est-ce que c'est le deuil d'un chien ? Il se trouve que
parce qu'on peut évidemment considérer qu'il peut être indécent de pleurer un chien. Et dans ton livre, tu réponds à cette question, et tu réponds à cette question en citant quelqu'un que je pensais ne jamais citer, surtout à la Maison de la Poésie. Les plus âgés d'entre vous, d'entre nous, se souviennent de 30 millions d'amis, cette émission qui a été diffusée pendant des décennies sur je ne sais plus quelle chaîne de télé, et qui a été créée et animée pendant très longtemps par un monsieur qui s'appelait Jean-Pierre Hutin, et qui avait un chien qui s'appelait Mabrouk, qui était l'icône de 30 millions d'amis, et puis un jour, Mabrouk est mort. Jean-Pierre Hutin a manifestement beaucoup pleuré Mabrouk, et ça a dû sans doute faire rigoler des gens, parce qu'il a expliqué ce que c'était que perdre un chien, et faut que je mette mes lunettes, pardon. Et il a écrit ce que c'est que le deuil du chien. Et c'est très beau ce qu'il écrit. La mort d'un animal nous entraîne à pleurer sans retenue. Je veux dire que notre douleur est une douleur physique. Elle est simple, elle est primaire, à l'image des rapports que nous entretenons avec lui. Elle n'a pas cet aspect intellectuel et social qu'elle revêt pour la mort d'un humain, où des rites, un cérémonial la prennent en charge, où tout un environnement est conçu pour que nous exprimions notre souffrance, où l'on nous accompagne. Pour la perte d'un chien, nous sommes seuls, et notre peine ne peut être vraie, authentique, car nul ne nous contraint à l'exprimer, et même nous courons le risque de paraître ridicule à certains. C'est ça le deuil d'un chien. Toi, tu as vécu ça, cette manière-là de... Oui, et je pense pour Jean-Pierre Hutin que ça a été encore plus compliqué, parce qu'en tant qu'homme, au début des années 80, il y a un côté un peu dévirilisant, je pense, dans le fait de pleurer un chien, comme une fillette. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. On a un peu accepté l'idée que, ma foi, les femmes, elles pleurent pour un rien, et que voilà, et qu'elles se laissent emporter par les sensibleries. C'est quelque chose qu'on a intégré. Et donc, pour un homme, il y a quelque chose de cet ordre-là, de dévirilisant. Il faut savoir que en écrivant, donc en travaillant sur ce livre, je suis tombée sur le guide pratique des maladies mentales de 1893. En 1893, l'affection, ce qu'ils appellent l'affection exagérée pour un animal, donc par exemple l'attachement à son chien, c'était considéré comme une maladie mentale. C'est finalement pas si longtemps que ça, quelque part. Et maladie féminine ? Non, c'était pas spécifié, okay. Mais c'est considéré, voilà, comme et quand par exemple Marguerite Durand, la fondatrice de la Fronde, donc journaliste féministe de l'époque, crée le cimetière des chiens d'Asnières, on se moque d'elle par ailleurs, on se moque d'elle parce qu'on considère qu'elle s'attaque à une cause qui vaut pas la peine d'être défendue. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les militantes anti-vivisectionnisme de la fin du 19e siècle, dont faisait partie par ailleurs Louise Michel. C'est pareil, on considérait qu'elle s'occupait de sujets de bonne femme. Voilà, la cause féminine, déjà, de toute façon, à cette époque-là, c'était considéré comme des sujets de bonne femme, voilà, sans importance, bien en dessous du vrai combat qui est la lutte contre le capitalisme, etc. Enfin, on connaît, c'est toujours un peu la même chose. Et c'est toujours un peu les discours ont pas tant évolué que ça, en fin de compte. Et que tout ce qui est cause animale, c'est pareil, ça relève du sous-combat aussi, ce qui explique peut-être que 70% des militants pour la cause animale sont en réalité des militantes. J'avais pas du tout conscience que le lien se faisait à ce point, parce que Marguerite Durand, elle est à la fois donc celle qui crée le cimetière d'Asnières. D'ailleurs, tu dis cimetière des chiens, mais elle y enterre son cheval. Oui, elle y enterre son cheval. En réalité, c'est vrai qu'il y a d'autres animaux. Je me demande même s'il n'y a pas un éléphant. Enfin, ouais. Il y a un éléphant au cimetière d'Asnières ? Mais je me demande s'il n'y a pas eu le gros éléphant du jardin d'acclimatation. Il me semble, je suis pas sûre de mon coup là. Ok. Et donc Marguerite Durand, par exemple, c'est à la fois une figure du féminisme et une figure de la lutte animale. C'est-à-dire que les deux mouvements sont corrélés par ces personnes-là, ce type de personnes. Oui, il faut replacer ça en fait dans son contexte. On se rappelle, souvent c'est un épisode malheureux oublié, mais il y a eu un canicide à Paris en 1878. Il y a eu 17 000 chiens massacrés, capturés et tués. J'ai l'impression d'être la Laurent Dutch des chiens là, ce soir. Alors, le saviez-vous ? Donc il y a eu un canicide, voilà, à ce moment-là.
Et très sérieusement, non, mais en plus, ce que je vais dire, c'est atroce. Donc la SPA, à l'époque, sa fonction, c'était pas de mettre les chiens à l'adoption, sa fonction, c'était faire en sorte que ces mises à mort soient les moins atroces possibles, parce qu'à cette époque-là, on capture les chiens au lasso, on les tue à la hache, on les noie dans les bassins, on les pend, enfin, donc c'est l'enfer. Et la SPA décide d'essayer de trouver un moyen plus humain, entre guillemets, de les mettre à mort. Et c'est là que sont créées les premières chambres à gaz. Les premières chambres à gaz ont été créées pour les chiens. Et en 1880, je vous dis, c'est vraiment Laurent Deutsch des Klebs. En 1880, il y a le préfet Louis Andrieux qui met en place ce système de chambre à gaz pour les chiens à Paris, parce que justement, il ne savait pas quoi faire de tous ces clébards. Donc voilà, Marguerite Durand, elle arrive un peu dans ce contexte-là, et les militantes anti-vivisection, c'est aussi à peu près la même période. Bon, alors quittons le moment Laurent Deutsch des chiens. C'est quoi? Est-ce que tu dirais que c'est une relation d'amour? Parce que tu emploies ce terme à maintes reprises. Tu dis, Draziels, que c'est ton histoire d'amour canine la plus importante. C'est quoi cette forme d'amour? Est-ce que c'est la même que celle que tu peux avoir pour un humain? En quoi elle s'en distingue ou s'en rapproche? Comment tu aimes un chien et comment tu es aimé par un chien? C'est un amour pur et inconditionnel. C'est-à-dire dans le sens vraiment inconditionnel, dans le sens où il n'est pas soumis à conditions. C'est-à-dire un chien, tu prends 25 kilos, il s'en fout. Ton chien, tu perds tes 2 jambes, il t'aime pareil, en fait. Enfin, tu arrêtes de lui donner à manger, il s'en fout pas. Ah, je suis pas sûre. Il va trouver un subterfuge pour aller voler de la bouffe ailleurs, mais il va revenir te voir quand même. Ça. Donc c'est un amour pur et inconditionnel, et donc en ça il se le distingue de l'amour humain. Alors que le chat, tu vois, j'imagine qu'il. Alors déjà, voilà. Ah, ça y est, ça commence. Voilà, ça y est, ça commence. Voilà, on a perdu la moitié de la salle. Là, ça y est, c'est foutu. Je pensais qu'on éviterait cette question qui divise l'humanité en deux. Non. Non, mais en fait, je m'aventure sur un terrain glissant. Alors pas alors que le chat. Non, mais alors que le chat, rien du tout, rien du tout. Mais donc tu emploies sérieusement le mot amour, enfin vraiment. Ah oui, non, je suis full premier degré. Bien sûr que j'emploie le mot amour au sens total du terme, quoi, total, englobant. Ouais, vraiment. C'est pour ça que je parle d'une certaine pureté dans cet amour. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu ridicule quand on dit ça. On dit oh là là. Mais est-ce qu'elle aime bien ses enfants? Enfin, il y a toujours un truc un peu suspect comme ça. Oh, elle préfère son chien à son mec. Enfin, c'est des trucs qu'on entend tout le temps, mais et c'est ce qui fait d'ailleurs que ce deuil canin, il tombe dans un impensé total et qu'il y a zéro prise en charge à ce moment-là. Moi, j'aurais aimé, j'aurais aimé peut-être un accompagnement psy. J'ai mis 11 ans à faire mon deuil de Raziel et encore, c'est même pas réglé. Pendant les répétitions, je suis allée comme une madeleine. C'est toujours pas réglé, même en ayant écrit la mort de Raziel, même en ayant essayé d'exorciser un peu tout ça. Moi, j'aurais aimé peut-être, oui, une prise en charge ou un conseil ou un accompagnement. Mais pourtant, j'aurais aimé ne pas devoir aller travailler le jour même. J'aurais aimé ne pas entendre des conneries du genre « Ah bah oui, je comprends que tu sois triste. Moi, quand j'ai vendu ma Fiat 500, c'était mon objet totémique. Moi aussi, ça m'a fait de la peine. » Et là, je lui dis « Mais tu parles de ta Fiat 500, moi je te parle de mon meilleur ami. Là. Qu'est-ce que tu me racontes ?» Et puis, il faut voir tout ce qu'on projette sur le chien. Le chien, c'est un marqueur biographique de notre existence. Raziel correspond à 12 ans de ma vie. En plus, 12 ans, comme je le raconte, pas forcément toujours très joyeux. Et puis il m'a jamais lâché. Il n'a jamais été question qu'il me lâche. Et il m'a protégé, défendu. Donc oui, non, quand j'emploie le terme amour, c'est le terme est même faible, je trouve. Et tu aimes tes chiens d'aujourd'hui, Freya, Alaska, Brunhild? Tu les aimes de la même manière? C'est une bonne question. Donc, j'aime mes chiens, j'aime mes 3 chiens. Il y en a une que j'aime vraiment particulièrement. Mais, laquelle? Souvent, on dit dans les fratries, il n'y a pas de préféré. C'est pas vrai. C'est faux, c'est absolument faux. Non, il y en a une qui est un peu le chien de tout le monde, qui n'est pas mon chien, qui est le chien de toute la famille. C'est Freya, qui est un chien qui nous fait rire parce qu'il est très très moche et très très con. Et voilà. Alors justement, arrêtons-nous là. Ouais. Arrêtons-nous là. Comment tu dis, c'est quand même dur de dire ça. J'aime mon chien. Ok, tu dirais ça d'un humain? T'aimes des gens très très moches et très très cons dont tu dirais? Si je te disais, moi j'aime bien Xavier, il est très bon bref. Oh, tu l'as dit. Cela dit, tu l'as dit. De quoi? T'as arrêté de le dire.
Non, mais sans rigoler. Tu vois, c'est ça qui est bizarre. Donc c'est pour ça que j'interroge mais parce que toi, tu te vexerais et elle se vexerait pas. Je vais la voir, je lui gratte le ventre, je dis « Oh, qu'est-ce que t'es con ?» Elle est contente, quoi, tu vois. Mais non, mais donc je lui fais pas de peine en lui disant ça. Tant que je m'occupe d'elle et que je lui tape sur la tête en lui disant c'est bien, t'es un bon chien, voilà, elle a tout ce qu'il lui faut. Des gratouilles, un radiateur, des balades, enfin voilà. Donc il y a pas de question d'ego. Le chien, il a pas d'ego du tout. Donc oui, mais alors donc est-ce que c'est pas un amour facile en fait? C'est ça la question que je me pose, tu vois, parce que effectivement, s'il suffit de gratouiller le ventre et de filer à bouffer et de dire t'es conne ma chienne pour qu'il y ait de l'amour. Ça, c'est pas compliqué. Est-ce que tu trouves qu'il est facile de faire ce pacte avec la mort où le jour où tu vas chercher ton chiot, tu sais que tu lui survivras? Tu sais que 10 ans plus tard, tu devras peut-être le piquer. Tu vois, je suis pas sûre que ce soit facile comme amour. Il y a des gens qui s'en remettent pas et qui reprennent plus jamais de chien derrière parce que c'est trop dur. Donc je suis pas sûre que ce soit un amour facile, tu vois. Donna Haraway, qui est donc une grande philosophe et biologiste américaine, qui a un rapport ultra fort avec ses chiens. Elle a écrit sur les espèces compagnes et tout. Elle dit un truc. Elle dit on possède un chien et le chien nous possède. Tu te reconnais dans cette phrase? Donc c'est pas que de l'amour. Hein, c'est la possession, c'est un truc. Je ne sais pas si j'aurais employé le terme possession. Je vais réfléchir à ce terme-là. Il ne me parle pas forcément trop, ce terme-là. Tout à l'heure, en lisant le texte, je disais qu'on avait coévolué, qu'on était codépendant. Ça, c'est sûr, qu'on est codépendant. Après, qu'on se co-possède, je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas. C'est pas ce que j'aurais dit. Et c'est parce que c'est très étonnant. Dans le livre, tu racontes, c'est des choses qui ont été développées. La codépendance, elle va jusqu'à des capacités cognitives qu'ont les chiens, que d'autres animaux n'ont pas. C'est ça qui est... tu vois, la capacité de voir, de lire sur le visage, ce que tu racontes dans le livre, c'est absolument incroyable pour le coup. Et ça n'existe pas chez le loup, par exemple. Quand votre chien vous regarde, là, qui a ses petits sourcils qui se replient, là, comme ça, qui se froncent, le loup n'a pas ça. Il n'a pas de muscles vraiment mobiles à cet endroit, en fait. Donc, le chien, il a évolué de façon à s'adapter à nous. Et nous, on est devenus hommes grâce au chien aussi. Enfin, il y a eu cette coévolution, mais c'est vrai que c'est fascinant, parce que le chien, c'est certainement l'animal qui s'est le plus adapté au fil de l'évolution. Toi, tu dirais que tes chiens t'ont appris des trucs? Évidemment, ils t'ont pas appris de la poésie, mais qu'est-ce qu'ils t'ont appris des choses, des comportements ou des manières d'être? Est-ce que tu as appris Mais je pense qu'ils m'ont façonné. Enfin, nécessairement, je ne saurais pas faire une liste de toutes les façons dont ils m'ont façonné, mais le fait d'avoir vécu à leur côté toute ma vie et d'organiser une grande partie de ma vie aussi autour de ça, enfin, c'est con, hein, mais par exemple des vacances. Voilà. Par exemple, toute la question logistique d'avoir des chiens. C'est pas comme donner à manger à son chat une fois par jour ou changer une litière. Non, mais je veux dire, toute la vie tourne autour de ça. Et puis quand on a des gosses, en plus, enfin, voilà, toute notre vie tourne autour de cette organisation logistique-là. C'est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc forcément, c'est une appréhension, une approche de l'existence qui est différente. Je pense que ma vie techniquement, n'aurait pas été du tout la même. Je voudrais qu'on fasse une toute petite parenthèse sur le festival du film de chiens. Parce que donc Ovidie a créé un festival du film de chiens, co-créé avec des copains du coin d'Angoulême. Il y avait Benoît Delépine dans l'histoire, voilà. Alors d'abord, première question, j'y suis pas allé, donc pour moi c'est très très mystérieux. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un film de chiens? Est-ce que c'est juste un film où il y a des chiens? Est-ce que c'est un film où il y a deux chiens qui parlent d'un sujet entre chiens qui ne concerne pas le test de Bechdel canin? Ouais. J'ai tenté de le faire pour rigoler. Ouais. J'ai tenté de le détourner. En fait, ça n'a pas marché. C'était trop compliqué, l'histoire des chiens qui doivent parler ensemble et tout ça. C'est quoi un film de chien? Un film de chien, c'est à minima un film dont le héros est un chien. Okay. Et réalisé par un chien, avec un chien impliqué dans la production. Et est-ce que... et alors tu dis à un moment dans le livre, tu dis c'est très très drôle de regarder un chien
regarder des films de chiens. Ah ouais, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est mon plus grand plaisir de toute la Terre. Bon, déjà, il faut savoir que ce festival, il n'y a eu qu'une seule édition, mais j'aimerais bien un jour recommencer. C'était en plein air, ce qui change un petit peu la chose. Mais moi, je suis pour réintégrer le chien dans l'espace public, parce que plus ça va, plus les chiens sont interdits, mais vraiment partout. Et moi, je suis pour les accueillir dans des lieux culturels particulièrement. Donc le cinéma, bien sûr. Mais tu n'as pas répondu complètement à ma question. Là c'était en plein air. Ouais, mais je trouvais ça marrant. Tout de suite, tu as fait ta militant, tout ça. Mais moi, je veux une question. Tu vois, tu vois, c'est quoi un chien qui regarde un film de chien? C'est pas que j'ai réagi. Fatigué, je ne méprise pas. C'est juste que je ne posais pas cette question-là. Et donc, qu'est-ce que c'est un chien qui regarde un film de chien? C'est un chien qui réagit, un peu comme toi quand tu regardes un film comique, tu réagis, tu ris. Mais les chiens aussi, parfois, ils rient aux blagues. Enfin, ils rient aux blagues, ils ont un comportement un peu où ils vont réagir. Enfin, je ne sais pas comment le définir, évidemment, ils ne sont pas là à se taper sur le ventre, mais il y a un truc qui les amuse. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour de magie à un chien, c'est à mourir de rire, quoi. C'est un super public, le chien. Si vous avez, je sais pas, des textes à répéter, faites-le devant vos chiens, ou je sais pas, ou une chorégraphie, faites une chorégraphie devant votre chien, il va être émerveillé. Donc là, quand en plus c'est un chien, à l'écran, un individu qui fait des bruits de chien en plus, qui aboie et tout, alors là, c'est le festival. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que certains films de chiens perpétuent des stéréotypes. Mais non, mais c'est vrai en plus, c'est un sujet absolument sérieux. Mais bien sûr, si tu regarde, prends l'exemple de L'île aux chiens. Si on prend l'exemple de L'île aux chiens, les représentations genrées, elles sont catastrophiques en fin de compte, parce que les héros, donc ça va être des mâles. Les quelques femelles qu'il y a, il y en a une, c'est une femelle qui fait des concours de beauté, et des concours où elle se met une boule de bowling sur le museau. Elle a la voix de Scarlett Johansson, c'est quand même une Scarlett Johansson avec une voix super sensuelle, donc tu te dis on est en train de sexualiser le chien, c'est quand même un peu bizarre cette affaire. L'autre chienne, on la voit 2 secondes et demie, c'est juste pour la voir une fois enceinte et une fois en train de... Enfin, la voir gestante et la voir mettre bas. Donc super, sa seule fonction dans l'histoire, c'est de faire des petits aux héros. Non mais si, c'est vrai, je pourrais continuer. Et il y a une autre femelle, elle est grosse et folle. C'est un carlin et elle regarde la télé toute la journée. Non mais c'est vrai, tu te dis, mais c'est quoi la représentation en fait? Et quand tu regardes vraiment même tous les Disney et tout ça, si tu regardes vraiment tous les films de chiens pour enfants, en particulier, les représentations genrées, elles sont... Alors que tu dis un truc super intéressant sur tes propres chiens, tu dis en fait, moi j'aurais du mal à les distinguer selon le genre. Franchement, moi parfois quand on me voit passer avec Bruni, c'est un très gros dog de Bordeaux qui est un peu soupolé et qui est un peu misandre, il faut bien le dire, et qui est un peu compliqué. Pourquoi les misandres Brunoïdes? Pourquoi tu lui demanderas? Mais ses rapports, elle a une histoire avec ça? Pas du tout. Non, elle peut juste pas les piffrer. Et quand il y a des amis qui viennent à la maison, quand c'est des filles, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des garçons, c'est un petit peu plus. Il faut présenter, c'est un petit peu plus long. Et puis en revanche, si un homme rentre sans y avoir été invité, là, je pense que vraiment, elle lui saute à la gorge. J'ai vu qu'elle fait quand même 50 kilos. C'est un chien compliqué, voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je te parlais. Parce que je posais la question du genre, mais là, ce qui est marrant, c'est que tu réponds en disant, en gros, on pourrait penser que c'est un mâle parce qu'elle est agressive. Alors c'est ça justement, non, parfois, quand on me croise de loin avec un chien et que moi j'aperçois le chien de loin et je sais que ça va être l'enfer si le chien est détaché, je sais que c'est mort, pour lui en tout cas. Et donc il y a toujours les maîtres qui me disent c'est un mâle ou une femelle? Alors je réponds c'est une femelle. Ah ça va alors. Je dis non, ça va pas. Il va tuer votre chien, enfin elle va tuer votre chien, donc ça va pas du tout, s'il vous plaît, attachez-le quoi. Mais donc voilà, je trouve ça absurde parce qu'il y a cette idée que les femelles seraient plus soumises, mais vraiment pour avoir 3 femelles, je vois 0. Et d'ailleurs je les genre pas trop parce que je sais pas, quand je les appelle à la soupe les chiens, dehors les chiens, vos gueules les chiens, enfin j'ai pas de trucs, les chiennes. T'as 3 chiennes et tu les appelles les chiens. Oui, mais c'est des chiens quoi. Enfin, le fait c'est bizarre femelles, ça. Comment tu justifies ça? Je sais pas, c'est des chiens avant d'être des femelles. Il n'y a rien qui me rappelle que ce sont des femelles parce qu'elles sont coupées, de toute façon, elles sont stérilisées. Sauf une qui n'est pas coupée, donc voilà, une fois tous les 6 mois, quand elle a ses chaleurs, je me dis, ah oui, tiens, c'est vrai, c'est une chienne.
Et ah oui, tiens, il faut éviter qu'elle croise des mâles. Bon, voilà, c'est tout, quoi. C'est juste ça qui me rappelle que ce sont des femelles, mais rien dans leur comportement n'est de l'ordre du féminin ou je sais pas quoi, en fait. Et en fait, indistinctement selon leur genre, en revanche, elles t'ont servi à un truc, c'est à te défendre contre les hommes. Ah ouais, mais pour le coup, oui. Ça, c'est sûr. Raziel a été important pour ça. Hein. Raziel, il m'a accompagné parfois dans des tournages, des shows en boîte aussi, où on est entouré de viande soule, donc où la menace est réelle. Moi, je partais, je me souviens, il y a eu une courte période de ma vie où j'ai dû faire des shows en boîte. C'était en 2002, un truc comme ça. Et je prenais Raziel avec moi et un marteau dans le sac. Enfin, je veux dire, c'était ça l'ambiance quand même. Donc le chien m'a défendu. Mais même quand j'étais petite, j'avais un gros patou, un montagne des Pyrénées, qui lui, pour le coup, faisait bien 60 kilos. Enfin, un patou croisé porte et fenêtre, quoi. Pas tout à fait vrai, mais en tout cas, il était énorme. Et il avait gardé cet instinct-là. Le patou, il garde les troupeaux, et il les défend contre le loup et les ours. Et mon chien, il a eu cette fonction-là, en fait. Vu que j'étais souvent seule, j'avais des frères et sœurs qui étaient beaucoup plus vieux que moi, j'étais souvent seule, je partais seule, et donc je prenais le chien avec moi. Et ce chien-là, je pense qu'il m'a protégée 50 000 fois de plein de prédateurs. Parce que ce patou, il me gardait moi comme il gardait une brebis, en fait. Finalement, protéger une petite fille contre les prédateurs, c'est la même chose que protéger une brebis contre les loups. Tu dis à un moment même, alors je ne sais plus lequel de tes chiens, mais peut-être que c'est Freya justement. Non, Brunhilde, pardon, je confonds. Et tu dis même que, à propos de l'un, un homme, un mec qui n'arrive pas à s'entendre avec un chien, c'est un red flag immédiat. Ouais. Ah oui, bah oui. Mais pourquoi ? C'est une évidence. Mais déjà, les statistiques me donnent raison, déjà, puisque violences intrafamiliales sont souvent... il y a une corrélation entre violences intrafamiliales et violences contre les chiens. Une femme qui subit des violences de la part de son compagnon a 5 fois plus de risques de voir son chien battu à son tour. Donc, je veux dire, les deux sont liés. Et quand on a constaté une augmentation des violences intrafamiliales pendant le Covid, entre autres, on a vu aussi qu'il y avait une explosion des violences contre les chiens. En fait, les deux sont liés. Et d'ailleurs, oui, je t'interromps juste, les services sociaux, en ce moment, mènent des études pour détecter les violences intrafamiliales à partir de la violence exercée sur les animaux. Ouais, ça commence à... Incroyable. Ouais. Ok. Bon, pardon. Et donc, pour le lien donc, c'est pourquoi c'est un red flag ? Parce qu'il y a un rapport de violence. Oui, mais il peut y avoir juste un truc d'indifférence. On a le droit d'être indifférent. Bah, tu as le droit d'être dénué d'empathie. Hein. Tu as le droit. Donc ça pourrait être un red flag. Si tu rencontrerais quelqu'un qui n'arriverait pas qui aurait un rapport d'indifférence, tu dirais ça veut dire quelque chose de plus vaste. Bah, ça veut dire qu'en tout cas, c'est pas pour moi, quoi. Ça, c'est sûr, à 3 milliards de %, ça, c'est sûr. Ok. Tu fais, alors, donc, on va revenir un tout petit peu à des choses un peu historiques, pas que historiques. Tu fais un rapprochement hyper intéressant entre le rapport du punk à son chien et le rapport de la prostituée à son chien. Est-ce que tu te souviens de ce passage ? Oui, c'est sur l'absence de jugement social, en fait, bien sûr. Le chien ne juge pas. Et il y a tout un passage sur les punks à chiens. J'avais eu la chance, lors d'un colloque chien, ça c'est encore un autre tiroir, c'est une journée scientifique, une étude de chiens. J'ai peut-être d'ailleurs deux collègues dans la salle qui ont participé à cette journée scientifique, cette journée d'études de chiens, je vais y arriver. Et il y avait un anthropologue maître chien qui s'appelle Christophe Blanchard qui avait fait sa thèse sur les punks à chiens. Et c'était hyper intéressant parce qu'il faisait un parallèle entre les punks à chiens et les cynotechniciens, par ailleurs, qui sont deux types de populations mises en les maîtres chiens, qui sont un peu, souvent un peu des marginaux de l'art, mais pas forcément super bien considérés.
Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je te parlais j'étais partie sur le tatouage Non, je des demandais maîtres chiens le et des rapport entre les punks à chiens et les chiens de prostituées. Oh bah oui, non, mais c'est juste ça, c'est l'absence de jugement social vis-à-vis. Et puis les punks à chiens, en général, une grosse partie de leur vie s'organise aussi autour de leurs chiens. En général, ils s'en occupent plutôt pas mal. Et ce qui m'avait expliqué et que j'avais trouvé fascinant, c'est qu'il y avait toute une généalogie des punks à chiens, c'est-à-dire ils arrivaient à avoir ces repères-là. Généalogiques et géographiques aussi, en se disant ouais, Booster, son père c'est Fiona et Pompon, Pompon c'est le chien de machin qui lui est en Bretagne, et enfin en fait ils ont en tête toute cette cartographie là comme ça des chiens de punk, quoi. Est-ce que avoir un chien, vivre avec des chiens, ça a changé? Parce que maintenant, tu as une vision diachronique de la vie avec les chiens. Est-ce que ça a changé? Je ne sais pas, le rapport dans l'espace public avec les gens. En fait, oui, parce que je pense à ça, parce que par ailleurs, la question de la cause animale a quand même énormément. La cause animale, le rapport au vivant, c'est quand même un des trucs les plus importants qui est en train de changer aujourd'hui. Et pourtant, j'ai l'impression que. Tu disais tout à l'heure, tu disais ouais, les chiens sont moins admis dans l'espace public et tout, ce qui est un peu contradictoire. Donc, comment tu vois l'évolution de ce que c'est que de vivre avec un chien, toi? Je trouve que c'est de plus en plus compliqué, et je pense qu'à Paris, c'est vraiment de pire en pire. Mais il n'y a pas qu'à Paris, hein. Je veux dire, les plages, il y a de plus en plus de plages qui sont fermées 6 mois dans l'année aux chiens, qui sont interdites même à 22 heures. Je trouve ça complètement fou. Par exemple, le département de la Charente-Maritime, à l'exception de certaines communes comme La Rochelle, interdit pendant 6 mois dans l'année la présence des chiens sur la plage. C'est quoi la raison? Parce que je crois que ça gêne les vacanciers. Puis quand tu regardes aussi, si par exemple tu veux louer une maison l'été pour partir en vacances dans le Gers, tu galères vraiment à trouver de plus en plus. Les chiens sont vraiment de plus en plus exclus de cet espace-là, quoi. Oui, mais c'est marrant, alors que par ailleurs, on est en train de complètement changer notre rapport au vivant, la hiérarchie, on dit voilà, c'est des rapports horizontaux, etc. Et je comprends pas, parce que je suis d'accord avec toi, il y a un truc bizarre qui se passe avec les chiens. Alors du coup, je me pose une question. Est-ce que le chien, en fait, c'est pas le mal-aimé des animaux à cause précisément de sa coévolution avec les humains? Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de réinterroger le lien avec le sauvage. Alors les lynx, les lions, c'est super, les loups, magnifique. Et les chiens, ils peuvent pas aller sur la plage. C'est bizarre quand même. Mais peut-être un truc de mépris de cet ordre-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est même mal aimé au sein de son propre truc. Tu vois, c'est bizarre. Mais j'irais même plus loin, tu as une espèce de dissonance cognitive entre le succès que peuvent avoir toutes les vidéos sur Instagram avec plein de clébards, genre regardez, tout le monde va s'extasier devant ces vidéos-là, et à côté de ça, personne ne va vraiment lutter contre les fermes à beagle, les fermes à chiens qui sont en France. Voilà, en France, il y a chaque année des milliers de chiens qui sont produits pour être revendus à des laboratoires qui n'ont jamais vu autre chose que des cages et du carrelage, et sur lesquels on expérimente plein de choses. Alors souvent on a l'image du Téléthon, mais c'est pas que ça. Souvent on dit ah oui, mais quand même ça nous est utile pour la médecine. Mais la plupart de ces chiens, en fait, ils sont utilisés pour faire des tests de pesticides, en fait, tout ce qui est pesticides, produits agroalimentaires, enfin des trucs comme ça. Et voilà. Et il y a même une ferme à chiens qui s'appelle Marshall Bio, qui a créé sa propre race de beagle, qui a fait une espèce de sélection génétique et qui a créé un chien super docile qui se laisse faire pendant les expérimentations. Donc en fait, il y a ça sous notre nez, en fait, parfois à quelques kilomètres de chez nous, et à côté de ça, on va continuer à liker des vidéos sur Instagram, quoi. En fait, il y a un truc, moi, que j'ai du mal à comprendre dans l'histoire. Et il y a des gens qui défendent la cause, par exemple, de ces beagles, ça s'appelle Oui, des beagles, il y en a qui disent des beagles. Vous dites des beagles ou des beagles? Il y a 2 écoles. On va dire des beagles. Ok. Il y a des gens, il y a des associations, il y a des trucs comme ça qui les défendent. Un petit peu, c'est-à-dire parfois il y a des rassemblements, mais il y a genre 12 personnes. Il y a une association aussi qui réadapte les beagles et qui les repropose ensuite à l'adoption, mais il y a un temps de réadaptation qui est long, parce qu'en fait ces chiens-là, ils n'ont pas eu de nom, ils ont juste eu un numéro, ils ont vu du carrelage des barreaux, et ils n'ont jamais vu ils n'ont jamais posé leurs pattes sur une pelouse, ils connaissent pas tout ça, donc il faut les réadapter à la vie normale et après les proposer à l'adoption. Et il y a des assos comme ça, et évidemment, qui est-ce qui tient ces assos-là? C'est des femmes.
Est-ce que tu as eu un chien que tu n'as pas réussi à aimer? Ah, j'ai un chien qui n'a pas réussi à m'aimer. Un chat? Un chien. Ah, pardon, un chien qui n'a pas réussi. Ah, Ouais, c'est bizarre ça, ouais, c'est-à-dire? Ouais. Alaska, donc Alaska, c'est un griffon que je suis allée chercher à la SPA il y a 11 ans enfin que nous sommes allés chercher à la SPA il y a 11 ans de ça. Et elle a toujours vécu parmi nous avec son baluchon sur l'épaule, prête à repartir, comme si elle allait être de nouveau baladée dans une autre famille, je sais pas. Tu le vois à quoi ça? À quoi ça se perçoit? Parce qu'il était elle me métaphorique. méprise, je lui parle, elle me répond pas, mais parfois je lui parle, elle prend même pas la peine de se tourner, elle est tout le temps à part, elle fricote même pas avec les deux autres, elle les méprise au plus haut point, elle les regarde comme si c'était des débits. C'est vrai qu'elles sont très bêtes les deux autres, mais vraiment très très bêtes et un peu fusionnelles, et je pense qu'elle, vu que c'est un griffon, c'est un chien de chasse, c'est censé être un peu plus malin, et je pense qu'elle est un peu plus intelligente que les deux autres, et elle leur montre quoi. Donc elle se met tout le temps à part comme ça, et ce qui est vachement blessant, c'est que moi aussi elle me méprise. Je pense que moi aussi elle doit penser que je suis bête, en fait, je vois pas d'autre explication. Et oui, j'ai fait du canicross avec elle, des balades, du club canin, j'ai fait tout pour qu'elle m'aime. Et au bout d'un moment, il faut juste accepter l'idée que parfois on prend un chien, mais c'est pas forcément pour qu'il nous aime. Et parfois on va en SPA aussi. Il faut savoir que, parce qu'on a cette image quand on regarde encore une fois les vidéos sur Insta et tout ça, avec les chiens, je sais pas, vous avez déjà vu ça, genre une famille qui arrive, qui se filme. Déjà moi je me dis d'où tu te filmes quand tu vas adopter ton chien, mais bon bref, c'est pas grave. Donc ils arrivent, ils ouvrent le barreau et les barreaux là comme ça, et puis le chien il est heureux, ah génial, merci maître, merci. Et en fait, non, parfois, il faut accepter l'idée qu'on va sauver un chien, mais qu'il ne sera pas forcément redevable, reconnaissant ad vitam aeternam, qu'il sera peut-être là, oui, tiens, j'ai une autre famille, tiens, qui sont dans un espèce de truc de survie, ils ont été programmés pour ça, en fait, et se dire, non, voilà, moi, mon objectif, c'est avoir un panier et un truc à bouffer, mais pas forcément être dans ce truc joyeux de merci maître. Il faut l'accepter. En fait. Et là, ça fait 11 ans maintenant qu'elle vit avec nous. Et t'as pas peur qu'elle parte à un moment? Qu'elle me laisse une lettre? Vraiment, vous êtes tous trop nuls. Non, pas vraiment. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce truc, cette représentation, voilà, du chien qui nous aime par-dessus tout. Et donc, dans ces 3 chiens-là, il y en a une, parce qu'après la mort de Razia, je m'étais dit, je m'attache plus jamais à ce point, en fait. Et est-ce que ça se contrôle, ça? Ouais, je pense. C'est comme quand tu t'es pris, quand tu as vécu un chagrin d'amour et que tu veux pas te réattacher à quelqu'un. C'est un petit peu. Ouais, si ça marchait, le volontarisme. Je pense que tu peux vraiment réussir à bloquer le truc longtemps. Et ça a été jusqu'à l'arrivée de Brunhilde, et qui est mon amour de chien. Merci beaucoup. Vous pouvez, donc Ovidie, il y a les livres qui sont en face dans la librairie, mais je pense que vous connaissez la démarche. Il y a les livres qui sont, pardon? Le système, oui. Le système, donc les livres sont dans la librairie d'en face, et après vous pouvez venir le faire signer à Ovidie et raconter très très longuement vos histoires de chiens. Vos histoires de chiens. Et en plus, moi, elle a très envie de ça, elle m'a dit. Je veux des histoires de chiens. Moi, j'aime bien les histoires de chiens. Ça me change des histoires de trauma et tout ça, en fait. Donc, et t'aimes bien? Ça te fait plaisir que les gens viennent te raconter leur malheur? Moi, j'adore. Si vous avez des photos, montrez vos photos de chiens. Moi, je suis très bon public pour ce genre de trucs. C'est mon sujet de conversation préféré. Donc, C'était Geoffroy Delacroix et du groupe Position Parallèle qui était à l'accompagnement tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Et bonne soirée à tous et à toutes. Merci.